Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Clé à présent pour investir dans des startups, dans ces sociétés innovantes. Pour en parler, Sébastien Coinon. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Pour So We Found, on va parler de financement participatif, de crowdfunding, comme on dit en bon français dans le texte. C'est ça. Qu'est-ce que c'est déjà? Peut-être rappeler un petit peu ce financement, ce qu'il est, quelles sont les différentes formes, de quoi peuvent disposer finalement nos épargnants s'ils ont envie d'utiliser ce nouvel outil, mais qui commence à se démocratiser maintenant. Et oui, c'est à la fois récent et ça devient mature, puisque le crowdfunding a une dizaine d'années en France, et il fait partie, vous savez, de la grande famille du private equity. Donc c'est un petit bout, on va dire, en volume et en valeur, du private equity, en cela où on parle d'actifs non cotés, d'actifs risqués et d'actifs qui ne sont pas liquides, en tout cas pas tout de suite. On espère qu'au bout d'un certain temps... Oui, c'est le but, c'est de jouer sur le long terme. Exactement. Donc effectivement, une dizaine d'années en France, et il y a 3 grandes catégories, Cédric. Il y a ce qu'on appelle le don, basique, et c'est comme ça qu'on l'a connu finalement. Rappelez-vous des KissKissBankBank, Ulule, etc., il y a une dizaine d'années. Et puis après, on a le prêt. Et le dernier critère, la dernier secteur, j'ai envie de dire, ou sous-secteur, c'est l'investissement dans lequel, chez nous, So We Found, on se trouve, où finalement on peut directement prendre des parts dans les startups, dans les entreprises innovantes, dans les PME, on va dire, digitales, qu'on va trouver par centaines, par milliers en France. Et c'est quelque chose qui devient, j'ai envie de dire, populaire, ou qui se popularise, ou ça reste quand même un truc un peu d'happy few? Quand vous parliez du private equity, pendant longtemps, ce private equity est resté un truc d'ultra spécialiste. Maintenant, ça tente à se démocratiser. Est-ce que c'est le cas aussi pour ce financement participatif? C'est comme tout, oui, ça se démocratise effectivement. On descend et ça devient de plus en plus accessible. Vous avez des plateformes qui, à partir de 20 €, vous permettent d'investir. Alors, je ne sais pas où vous placez le curseur, mais aujourd'hui, le crowdfunding en France, c'est 2 milliards. 2 milliards, c'est ce qu'on a eu en 2023. On n'a pas les chiffres encore du premier semestre 24, mais voilà, 2 milliards. Juste pour les tendances, il faut avoir en tête qu'il y avait une baisse. Pour la première fois en 10 ans, on a eu une baisse l'an dernier. Une baisse à 2 chiffres, de 11%, essentiellement due, il faut le rappeler, à l'immobilier. Ça ne va pas vous surprendre, parce que les taux ayant augmenté, il y a moins de projets, il y a moins de demandes, enfin moins d'offres et moins de demandes, et du coup, au final, ça a fait que le crowdfunding a baissé au global, à cause de la pierre. Pour le reste, ça continue de monter. Ce qui est intéressant de vous avoir aujourd'hui, Sébastien, c'est d'avoir quelques conseils, nos épargnants qui se disent pourquoi pas effectivement m'y mettre. Mais quand je parle d'entreprises innovantes, quand je parle de start-up, d'amorçage, etc., parce que ce sont tous ces mots-là qui fonctionnent aussi dans ce monde, quand on le connaît peut-être pas suffisamment bien, et on se dit j'ai pas les infos, je vais pas savoir comment détecter la bonne entreprise, comment éviter celle qui serait peut-être plus boiteuse, trouver les bons avantages aussi à investir via ce mode opératoire. Comment est-ce qu'on peut donner quelques conseils, détailler un petit peu les choses? Déjà qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, à nous écrire, moi à me contacter sur un LinkedIn, Sébastien Coinon, on me trouve assez facilement, mais j'allais dire trait de plaisanterie, mais je plaisante pas en fait, mais sinon le plus basique, c'est avant de savoir dans quoi vous allez investir, dans quelle start-up, quel dossier, quelle entreprise, faites votre enquête, votre due diligence, comme disent les anglo-saxons, sur la plateforme via laquelle vous allez investir, parce que c'est rarissime de pouvoir investir en direct, à moins que votre meilleur ami, votre cousin lance un business. On va rarement vous demander ou vous proposer cette opportunité-là. Donc, de regarder, il y a quand même une 50aine de plateformes sur la plage, c'est-à-dire sur la place de Paris, mais elles sont évidemment un peu partout en France, avec leurs spécificités, leur taille. Certaines ont 6 mois, d'autres 6 ans. Certaines font que du don, que de l'obligation, que de l'IMO. Voilà. Il faut regarder, soulever un petit peu le capot, voir à qui vous avez affaire, voir si on vous partage aussi un petit peu le passif, le track record, qui ils ont financé, est-ce qu'ils sont des partenaires, etc. Et donc là, vous en saurez un peu plus.
Et du coup, c'est en faisant confiance finalement, en choisissant la bonne plateforme et en établissant ce lien de confiance qu'on finit par se dire tiens, là j'ai l'impression que j'ai bien ciblé le risque, la viabilité de la boîte dans laquelle je vais entre guillemets investir via cette plateforme, quels avantages je vais y trouver, c'est tout ça qu'on doit cibler. Exactement, on essaie tous de faire de la pédagogie, puis de toute façon on y est contraint puisque c'est une réglementation qui nous y contraint et donc l'agrément à tout moment peut être retiré, donc on fait attention, c'est de l'appel public à l'épargne, on va proposer aux gens de mettre, je vous disais tout à l'heure, 20 euros, 100 euros, parfois des montants bien plus importants, en centaines ou au moins en milliers d'euros, et donc voilà, bien regarder comment ça fonctionne, qui opère, et encore une fois, les deals qu'ils ont déjà pu faire, ça va vous donner, vous allez pouvoir regarder, tiens, mais est-ce que la boîte est toujours en vie, est-ce qu'elle communique, est-ce qu'elle a un site internet, enfin, ça paraît basique, mais savoir dans quoi on met son argent. Parce que ça reste, et il faut le dire, un investissement à risque. C'est risqué, je dirais même c'est très risqué, parce qu'en fait la plupart des entreprises, en tout cas des startups, comme vous le disiez, donc amorçage, c'est-à-dire que j'arrive au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parfois la boîte est toute récente, un peu à l'image peut-être d'un mariage, si je voulais une comparaison plus ou moins heureuse, les premières années, voilà, ça peut être compliqué, on peut aller dans le mur, parfois en klaxonnant, et beaucoup d'entreprises vont pas passer le cap des 3 ans, ou des 5 ans, ou des 7 ans. Donc évidemment, si vous arrivez avant un de ces caps, vous ne retrouverez peut-être jamais votre argent. Donc le risque, il est total, je peux tout perdre, ou parfois partiel, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un événement de liquidité dans lequel je vais pouvoir sortir, retrouver mes billes, mais peut-être qu'on va me rendre 70 sur 100. Il y a une façon de se protéger ou pas? Ça existe? Quitte à y perdre peut-être un peu de rendement, je sais pas, est-ce qu'il y a des mécanismes? Il n'y a pas d'assurance. Le meilleur moyen de vous prémunir contre ça, encore une fois, c'est de regarder votre plateforme. Et puis, par définition, c'est dans le jargon, c'est pas vous que je vais l'apprendre, Cédric, on met pas tous ses œufs au même panier, donc on va y revenir peut-être, mais encore une fois, si vous avez une somme à déployer d'ici la fin de l'année, et souvent, c'est vrai que le 4e trimestre, donc le Q4, est souvent intéresse et rappelle beaucoup d'investisseurs par centaines de milliers, en disant « Ouh là là !» pour alléger la facture, enfin les revenus que je vais déclarer au printemps prochain, j'anticipe, parce qu'avant le 31 décembre, il est encore temps. Et donc, on peut en parler, effectivement, mais ces investissements-là donnent droit, pour partie, pas tous, mais pour partie, à des avantages fiscaux, des réductions d'impôts clairs sur votre IR. Comment est-ce que, on va essayer de passer de l'autre côté de l'écran aussi, comment est-ce que ces plateformes que vous nous avez présentées tout à l'heure sélectionnent-elles leurs projets innovants? C'est les boîtes qui viennent les voir, ce sont les plateformes qui chassent Il y a de tout, il faut savoir c'est vrai qu'il y a une 50aine d'agréments en France. Donc de plateformes qui peuvent faire du financement participatif. Il y en a des toutes petites, il y en a des grosses qui sont même au Next 40, donc qui font partie des plus belles start-up, scale-up françaises. Et puis au milieu de tout ça, vous avez on va dire des multispécialistes ou des généralistes qui vont faire de la start-up, de l'IMO. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs verticales. Certains vont vous proposer de l'obligation, sèche, donc ou convertible en actions. À côté de ça, d'investir dans des PME, dans des scale-up, etc. Nous, chez SoWeFund, on a 2 verticales, tech et impact, et on ne sait faire que l'innovation. On ne veut faire que l'innovation. Pour répondre à votre point, demande entrante ou sortante, nous, chez SoWeFund, pour vous donner un ordre d'idée, on va analyser 4000 dossiers par an. Donc, en fait, c'est quasiment 50-50. On en reçoit 2000. On va en chercher de nous-mêmes 2000 qu'on va solliciter en disant tiens, vous voudriez pas solliciter votre communauté, puis nos investisseurs, parce que souvent une campagne se fait en 2 temps, pré-collecte avec votre communauté et puis collecte auprès de nos investisseurs. Et il y a, on a bien compris qu'on peut avoir plusieurs domaines d'activité qui sont finançables par ce crowdfunding. Il y a des modes en ce moment, il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. L'immobilier est nettement moins à la mode, on a dit, donc on est mine de rien toujours majoritaire, le crowdfunding immobilier, et très souvent vous allez financer par de la dette, un programme sur 24-36 mois, un EHPAD à Saint-Malo, une galerie commerciale dans la banlieue de Bordeaux, et puis donc ça on va dire, voilà, l'immobilier
est passé de 2/3 du marché du crowd, c'était énorme, et vous connaissez le peu d'appétence des Français pour le risque, donc ils se disaient qu'au moins avec l'immobilier, le foncier, on allait retrouver un terrain, on avait sa base quand même, c'était le parpaing posé sur le côté. Exactement. Donc ça, c'est maintenant, on est tombé 2/3 à, on va dire, une grosse moitié du crowdfunding, et tout le reste, ça va être un peu de dons, on l'a dit, et beaucoup d'investissement. Et dans l'investissement, encore une fois, donc les sous-parties, pour répondre à votre point sur ce qui marche, évidemment, l'impact, on en parlait tout à l'heure avec dans les coulisses de Cœur de Patrimoine, avec l'un de vos invités précédents. Évidemment, l'économie réelle, financer l'économie réelle, on croit enfoncer une porte ouverte, mais en fait, c'est pas si courant que ça de comprendre où va notre argent, quel impact il a en termes plus qu'avoir du sens, c'est vraiment savoir à quoi il sert, quoi. Voilà, est-ce qu'il sert à maintenir de l'emploi, voire même à créer de l'emploi? Et donc là, ça peut être du social, de l'impact tech sur de l'IA pour avoir, je sais pas, demain des chirurgiens augmentés. Je dis demain, en fait, c'est aujourd'hui, vous le savez, on en parle tout le temps. D'autres, vous avez des plateformes dédiées à ça, à l'impact, dédiées aux infrastructures qui vont financer des nouveaux trains, les trains du futur, des ponts, des nouveaux matériaux pour des maisons plus écolo. Voilà. Il y a, c'est vrai, pas mal, il y a de quoi faire. Franchement, l'offre, on a dit une 50aine d'agréments en France sur des plateformes. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous avez rappelé l'histoire de l'IMO, etc., et c'est vrai que on a reçu énormément de promoteurs qui avaient du mal à trouver des financements bancaires où la banque posait tellement de conditions qu'il fallait qu'ils aient un petit peu plus d'argent avant de s'adresser à la banque. On a vu des chefs de petites entreprises cotés en bourse et râler sur toutes les réglementations, les frais, etc., inhérents à tout ça, et qui se tournaient plutôt vers du financement direct. Est-ce qu'on peut imaginer que le crowdfunding, finalement, se développe et devienne plus qu'un truc de connaisseurs ou un mode de financement, peut-être pas majeur, mais significatif dans le temps qui vient? Alors, significatif, je bois du petit lait. Après, majeur, non. Parce que, à l'image d'ailleurs, on l'a connu tous les deux dans une autre vie, sur les marchés financiers, la bourse. Est-ce que c'est aux particuliers d'aller financer une biotech où finalement on ne sait pas s'il y aura un jour une phase 3 et un médicament qui va sortir de cette start-up-là, ou Carmat dans la medtech, pas très loin. Est-ce que c'est aux particuliers de prendre le risque, quoi, de prendre tout ce risque-là? J'ai envie de dire non. Ça doit rester quand même un truc de pro où la BPI, le fonds de venture capital, de capital risque, donne-le là, mettre les premiers millions, j'ai envie de dire, et puis après on ouvre. D'ailleurs, c'est un peu notre thèse, c'est carrément notre thèse chez SoWeFund. On se présente comme leader du co-investissement, et donc on vous propose des deals qui sont déjà financés, et très souvent c'est un tour de table qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est pas quelque chose qui date de plusieurs années, donc c'est les mêmes conditions, la même valorisation. À côté des plus grands. Exactement. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. On n'a rien dit sur la défisque, mais il faudra revenir. Ouais, mais exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on va se revoir régulièrement dans Cœur de Patrimoine pour continuer à parler un petit peu de ce crowdfunding. Merci d'être passé. SoWeFund et Sébastien Coinan. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.